Bonjour, je suis Jean-Marc Provence, dirigeant du cabinet Digixit. Un bref rappel sur notre cabinet de conseil. Nous sommes un cabinet de conseil en mode start-up, spécialisé dans la transformation de votre entreprise. L'idée, c'est d'agir en rupture avec les cabinets de conseil traditionnels. Être pluridisciplinaire là où ils interviennent en mode silo, proposer des interventions sur des périodes courtes à haute valeur ajoutée, là où leur business model impose une vente du plus grand nombre de jours en prestation. Nous vivons dans un monde de plus en plus turbulent, où il faut réagir de plus en plus vite. On va vous aider donc à faire évoluer votre organisation dans ce sens. Libérer les énergies existantes par le développement du collaboratif, aider à développer la flexibilité et l'efficacité avec des modèles que l'on sait faire fonctionner. Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que vos collaborateurs adhèrent à la démarche de transformation. On va aussi mieux écouter le client en testant, intégrant des méthodes orientées analyse de données. On va explorer différents moyens de designer des produits et des services pertinents à haute valeur ajoutée. On va également apprendre ensemble à innover, explorer de nouveaux marchés. On va enfin étudier les opportunités que peuvent représenter pour vous les technologies du digital et vous accompagner, si vous le souhaitez, dans leur intégration éventuelle. Donc, après cette petite page de publicité, je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, un rappel de son principe, 15 minutes de présentation, 30 minutes de questions. Vous pouvez m'adresser vos questions par chat, de préférence dans la seconde partie dédiée aux questions-réponses, et je tâcherai d'y répondre le plus précisément possible. Voilà, tout est dit. Alors, maintenant, pourquoi se transformer en 2018 ? La transformation digitale, elle est souvent perçue dans sa dimension technologique. Or, on est quand même dans un environnement business qui est aujourd'hui complexe, incertain. Clairement, les changements n'épargnent rien ni personne. Même dans des secteurs a priori peu technologiques comme le pressing, l'électricité ou la corderie, le digital chamboule tout. Donc, il ne doit y avoir aucun frein dans la décision de se transformer. Il n'existe pas d'alternative. Il faut se transformer pour survivre et croître dans ce contexte en perpétuel mouvement. Donc, on notera que la transformation, elle n'est pas simplement une optimisation des applications mobiles ou une digitalisation des processus. Imaginez qu'une évolution technique suffira et clairement à l'heure. La transformation, elle doit être globale et elle doit concerner toute l'entreprise. Maintenant, à partir du moment où vous ne subissez plus, mais vous assumez ce nouvel écosystème avec ses règles, ses contraintes, que vous vous renforcez pour mieux appréhender l'avenir, la transformation, c'est une formidable opportunité pour booster votre réussite. Donc, je vous propose de revisiter ensemble les raisons qui nous amènent à conclure avec certitude à la nécessité de se transformer en 2018. Bon, avant tout, un rappel des raisons qui font qu'une entreprise ou toute organisation est obligée de démarrer à enrichir sa transformation. On identifie 4 grands domaines qui ont connu sur la dernière décennie une véritable rupture. L'individu, qui, avec l'évolution de la toile, a connu une véritable métamorphose. Il est hyper informé. Il dispose d'une base d'information élargie, en temps réel, et accessible via tous les supports, PC, tablette, smartphone. Il souhaite disposer de produits, de services qui sont sur mesure, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il va s'intéresser aujourd'hui plus à la notion d'usage plutôt que d'être propriétaire d'un bien. Et puis quelque part, il est hyper puissant parce que du fait d'être informé, du fait de sa capacité à pouvoir échanger avec d'autres à travers la toile, il va avoir un pouvoir de décision absolument colossal. Donc on va parler d'ambassadeur, donc la capacité à parler d'une marque, à parler de produits auprès d'une communauté. Et voilà, donc on se retrouve déjà avec l'individu hyper puissant. Donc ça, c'est un vrai bouleversement. On va en voir ensuite la notion de communauté. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'est extrêmement renforcé grâce à Internet.
Donc, et puis des communautés qui ont évolué, donc qui souhaitent vivre en tribu, en fonction des affinités, qui vont être à la fois en commun pour pouvoir mener des actions ou voir se challenger les uns les autres, donc toujours sur des centres d'intérêt bien définis. On a une logique d'éthique et de transparence, qui est vraiment une attente forte de la part de ces communautés, qui vont se lancer dans des actions collectives, donc un pouvoir qui n'existait pas. On va s'intéresser aussi à tout un esprit de vie. On veut vivre d'une certaine manière. Et pour terminer, on va surtout noter cette notion de communauté qui travaille au niveau de la crowd economy, donc tout ce qui est crowdfunding, tout ce qui est donc la capacité d'une communauté à intervenir pour apporter des fonds financiers ou des plateformes d'intermédiation qui vont permettre de rassembler des freelances et de challenger certaines tâches qui leur sont confiées. On fait ensuite le business. Donc clairement, aujourd'hui, on se retrouve esprit start-up, être agile, rapide. Donc je veux dire, aujourd'hui, c'est la concurrence se développe et accélère. On va s'intéresser à tout ce qui est innovation, donc la disruption. Évidemment, la présence des GAFA qui viennent remettre complètement, redessiner les empires. Et puis, il y a un phénomène qu'on ne devra pas oublier, qui est la globalisation, donc la mondialisation, qui va aujourd'hui avoir une influence, parce qu'au bout du compte, on était sur des préoccupations locales, et on se retrouve très vite à pouvoir se retrouver en concurrence au niveau mondial. Dernier point qui marque notre époque, ce sont les technologies. Donc on a aujourd'hui accès à bas prix, à une puissance, à des stockages qu'on n'imaginait même pas il y a 10 ans. Et puis on se retrouve avec donc probablement poussé par cet accès à la puissance et au stockage à avoir des phénomènes de boost sur les technologies. Donc on parle de nanotechnologie, d'imprimantes 3D, les robots, le big data, le cloud, l'intelligence artificielle ou l'internet des choses, autant d'éléments qui viennent bouleverser notre horizon. Alors enfin, juste si on se projette en 2020, donc 2020 c'est demain matin, on va noter que on va avoir 5,4 milliards d'utilisateurs de smartphones, alors que quand on imagine qu'aujourd'hui, il y en a 5,3 qui ont l'électricité et seulement 3,5 milliards de personnes dans le monde qui ont accès à l'eau potable, ça c'est un premier point. Bon, autre point sur la mondialisation, c'est juste noter quand même qu'en 2020, les 2/3 des personnes connectées seront africains, chinois, indiens ou russes. Et donc, c'est avec un chiffre d'affaires qui va être supérieur à celui des États-Unis. Donc, on a véritablement un nouveau brassage au niveau du mondial, c'est clair. Et puis, pour terminer, il y a quand même ces 80 milliards d'objets connectés qu'il va falloir écouter, qu'il va falloir interpréter et qui va nous permettre de changer complètement notre perception des choses. Donc, si on résume, on va se retrouver dans un contexte, d'une part, avec un client, on l'a vu, qui est extrêmement puissant et qui a une attente grandissante et qui doit être au plus près de ce qu'il souhaite vivre dans son quotidien, donc quelque chose d'extrêmement adapté à sa personne. On est dans un monde où il y a des technologies qui arrivent, intelligence artificielle, blockchain, réalité virtuelle et bien d'autres, qui viennent sans arrêt rebattre les cartes et qui peuvent avoir des influences non négligeables sur le business qu'on est en train de vivre. On a la mondialisation, qui est un sujet qui n'est pas anodin, puisque au bout du compte, je veux être dans une logique de vente locale, mais probablement dans une vision, par exemple dans notre contexte français, plutôt européen, voire plus élargi. Et donc ça pose un certain nombre de sujets derrière. On a bien compris que y a les GAFA, il y a plein d'autres phénomènes qui montrent que on n'a plus de précaré, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'endroits où on est protégé. Il y a de très fortes accélérations au niveau des business models et quelque part, il faut être continuellement sur ses gardes, de manière à être capable de réagir face à des accélérations extrêmement significatives dans son entourage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire être sur ses gardes, c'est de disposer aussi des moyens qui permettront d'eux.
Bon, et puis il y a ensuite, enfin, tout ce qui tourne autour de l'environnement, hein, de ressources naturelles, d'outils, des matériaux qui vont peut-être un jour être manquants. Et donc, ça va inévitablement avoir une conséquence sur nos modes de fonctionnement. Et donc, on ne peut que l'intégrer aujourd'hui pour pouvoir se projeter vers les années à venir. Alors, dans un contexte tel que celui-là, on va clairement être obligé d'apporter une attention toute particulière à certains domaines. Bon, le premier, il est évident, hein, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, sur le fait que l'expérience client devient quelque chose de moteur. Alors, on est vraiment dans une transformation au niveau de ce qu'on appelait jusque-là le marketing, et qui va peut-être tout doucement changer de nom. C'est qu'on était plutôt sur une offre qu'on habillait et que l'on rendait séduisante, hein, et à ce moment-là, le client achetait. Aujourd'hui, on a un renversement complet, puisqu'il s'agit de développer une super écoute, hein, de manière à être capable d'apporter un produit ou un service qui correspondent très exactement à la demande du client, dans un contexte d'excellence, c'est-à-dire d'être capable de produire ou de délivrer un service avec un très haut niveau de prestation, et ceci en temps réel, voire en anticipation, c'est-à-dire qu'on soit capable d'anticiper sur une éventuelle attente du client de manière à être véritablement totalement synchrone avec lui. Le deuxième domaine prioritaire, hein, il va falloir donc que je sois capable de devenir de plus en plus souple et que j'ai une véritable capacité à m'adapter en fonction des signaux faibles qui vont être effectivement m'être transmis dans ma vision de l'expérience client. Donc, c'est là où on va rentrer dans des modèles d'agilité. Maintenant, ça ne suffira pas. Ouais, on a souvent insisté sur cet aspect-là. Il va falloir aussi pouvoir utiliser au maximum les énergies de l'entreprise, entre autres le collaboratif, hein, ou l'intelligence collective, hein, qui vont être autant d'éléments qui vont permettre plutôt de développer l'intuition au-delà même des processus, hein, et qui vont permettre quasiment en temps réel de réagir face à une situation donnée. Étonnamment, il y a encore mois ou d'années, on était très dans le process, hein, et dans le fait de dire, dans le fond, l'humain n'est pas si important, puisque si jamais une personne qui applique le process quitte l'entreprise, je vais former le suivant au même processus, hein, et donc je devrais normalement avoir le même niveau de prestation. Dans la réalité, les choses allant tellement en accéléré, les situations évoluant de façon tellement rapide qu'au bout du compte, ça ne suffit plus. Et donc même le process en lui-même perd de sa pertinence. Et donc c'est bien l'intuition humaine et la capacité humaine à réagir à un instant T qui va être la force de l'entreprise. Donc on va rentrer dans des modèles très différents en tout cas de ce qu'on avait vu jusque-là. Bien évidemment, à partir du moment où la demande du client va s'intensifier, va se complexifier, je vais être obligé, je ne peux pas me suffire de payer sur mes acquis, mais il va falloir aussi que je développe mon offre de manière pertinente, de manière innovante. Et pour cela, je vais quelque part, d'une part, développer un savoir-faire en interne qui va me permettre de pouvoir sortir un petit peu du cadre et d'arriver à quelque chose de différent et surtout différenciant, avec une haute valeur ajoutée. Et puis, surtout, on va s'apercevoir qu'on va être inévitablement obligé de développer des partenariats avec l'extérieur de manière à pouvoir réagir beaucoup plus vite, de manière à acquérir des savoir-faire et des innovations sur des espaces-temps très courts. Voilà, donc c'est un vrai changement de culture, un vrai changement également de fonctionnement. Hein. On travaille plus de la même manière, y compris entre les êtres, dans la relation entre le partenaire et l'entreprise, dans les outils qui vont être utilisés dans la dont on va construire une offre vis-à-vis d'un client externe, pour peu qu'on soit en B2B par exemple. On est dans un modèle très différent, donc il y a un véritable apprentissage pour rentrer dans ce nouveau monde. Et si on ne le fait pas, on a de grandes chances de ne plus être compétitif. Ensuite, pour terminer, je crois qu'il faut le dire haut et fort, c'est clairement
l'humain qui est au cœur de la transformation digitale. Si jamais l'humain n'embarque pas, les collaborateurs n'embarquent pas à un moment donné pour apporter tout leur engagement, toute leur énergie, toute leur sagacité, toute leur curiosité, quelque part, le projet est voué à l'échec. Il n'y a aucune chance qu'une entreprise puisse survivre et vivre sa transformation digitale, en tout cas, sans être en synchronisation totale avec les cœurs de l'entreprise. Donc ça fait appel derrière à aussi des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux modes de partage de la richesse. Il y a clairement des pistes de réflexion avec des choses qui ont déjà été mises en œuvre depuis presque une quinzaine d'années maintenant. Et donc on connaît les résultats, on sait que ça fonctionne très bien. Et clairement, ce qu'on observe en 2018, puisqu'on parle bien des nécessités de se transformer en 2018, c'est bien le fait que les entreprises qui appliquent des schémas d'organisation parfois un petit peu nouveaux, on parle d'entreprises libérées, on prend d'un certain nombre de choses, et on a du recul pour dire que effectivement ces nouveaux schémas apportent une efficacité, une productivité, des performances qui sont indiscutables. Bon, je pense avoir tenu mes 15 minutes. C'est un format qui est toujours un peu frustrant parce que dans le fond, c'est quand même des sujets qui sont extrêmement riches. Mais l'idée, c'est quand même de pas trop abuser de votre temps et de récupérer un peu la substantifique moelle de chaque sujet. Donc, je vais m'arrêter là. Et à partir de maintenant, écoutez, ce que je vous propose, c'est à vos claviers, n'hésitez pas à poser les questions qui vous motivent, et je vais essayer de répondre de façon la plus précise à toutes vos attentes. Voilà, c'est à vous, à vos claviers. Voilà, donc je vois que Laure a réussi à se connecter, peut-être un petit problème de bande passante ou je ne sais quoi. Je voulais m'assurer que vous m'entendez bien, parce que chaque fois, il y a parfois des petits problèmes de son. Donc, est-ce que quelqu'un peut me valider que l'on m'entend et que ça ne pose pas très bien? Super, merci Laure. Donc, écoutez, moi, je suis prêt à répondre à vos questions. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de. Il faut vraiment ne pas hésiter. Donc, je pense que tout le monde a compris qu'il y a un message fort qui est à retenir, qui est le message de la nécessité absolue de se transformer. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, il y a évidemment des entreprises qui ont déjà avancé, mais souvent, quand on les interroge, on s'aperçoit qu'au bout du compte, elles n'ont pas été en profondeur. Elles sont restées à un niveau qui était plutôt ce que j'appelle superficiel, au sens où on est devenu full web, donc on est satisfait, on a numérisé un certain nombre de choses, et puis dans la réalité, le jour où il va y avoir un coup de Trafalgar, le jour où tout d'un coup, il y a une concurrence qui va apparaître avec cette fois-ci une organisation et des méthodes très adaptées au monde du digital, ça va faire très mal parce qu'on ne va pas être capable de réagir, et il y a quand même des chances d'y laisser pas mal de choses. Donc, il faut en être conscient. Donc, voilà. Donc, je suis toujours je continue à avancer tant que vous ne m'avez pas adressé de questions, et je sais que c'est pas toujours simple d'adresser des questions. Voilà. Donc, et puis derrière, après, nous, on essaye de. L'idée, c'est quand même de. Alors, effectivement, donc je reprends la question de Jean-Christophe, qui est donc le cycle de transformation, de changement s'accélère. Les salariés doivent accepter une certaine incertitude. Comment leur inculquer cette culture? Alors, moi, je pense que c'est justement en les formant à un certain nombre de méthodes, de modes de vie. C'est même, ça dépasse les méthodes.
je pense qu'on peut les amener tout doucement à maîtriser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude parce qu'au bout du compte, on ne dispose pas d'outils, ça fait peur, etc. Et c'est un peu comme moi, j'ai fait longtemps des arts martiaux. Et dans ce qu'on apprend dans les arts martiaux, c'est pas tellement d'aller éventuellement se battre, mais c'est quelque part de dire si par hasard il se passe quelque chose, je vais être capable de réagir. Alors, il y a Sandrine qui revient sur le phénomène de communauté. Alors, la résurgence des tribus, je pense que c'est marrant parce que c'est un phénomène qui est un peu schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, c'est des gens qui se rassemblent avec des mêmes pensées. Alors, avec le côté un peu pervers qui est que, comme ils pensent la même chose, ça fait pas tellement avancer les débats, souvent. Et ça rend déjà la formation un petit peu perverse, parce qu'elle va toujours donc dans un sens. Et puis de l'autre côté, c'est aussi des gens qui se challengent les uns les autres, qui aiment bien aussi être en compétition au sein de tribus. Un classement des pays les plus transformés. Bon, je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai émis un document là-dessus sur LinkedIn. Il y a également un document sur BPI France, mais je pourrais vous l'envoyer. J'enverrai pour ceux qui ont laissé leur email. À la limite, je vous transmettrai un document là-dessus. Mais grosso modo, en France, on est assez en retard. Alors, pas le CAC 40 qui a plutôt démarré en 2012-2013. On voit vraiment les premiers mouvements. Et aujourd'hui, ils sont plutôt dans des phases de maturité au sens où ils s'aperçoivent, par exemple, toute la technique qui vise à faire des POC, des minimum value product, donc des MVP, donc des petits tests sur des petites tailles d'idées innovantes. Ils s'aperçoivent que dans les grands comptes, ils ne savent pas trop quoi en faire. C'est-à-dire que, ils ont soit une super idée, ils sont obligés après de la passer dans tout le système sécurité informatique, etc. de l'entreprise, et au bout du compte, ça met 2-3 ans à être mis en place, ou c'est quelque chose d'un peu moyen et on ne sait pas comment avancer. Voilà. Donc, classement des entreprises françaises les plus transformées, c'est pareil. J'ai un document là-dessus. Je vous enverrai sur le classement international et national. Alors, comment avoir une vraie transformation innovante? Alors, ça, c'est effectivement une bonne question. Alors, nous, on pense qu'il y a un mode, il y a une nouvelle vie de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise qui était telle qu'elle est vécue jusqu'à maintenant, elle n'a plus beaucoup de raisons d'être, ou en tout cas, elle va probablement vivre à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'il faut devenir de plus en plus agile et de plus en plus rapide. Et là, ça fait appel à des modes d'organisation très, très particuliers. Alors, soit des modèles, par exemple, on pousse l'holacratie, donc il y a d'ailleurs un webinaire qui va être dans 2-3 semaines sur le sujet, où là, c'est un modèle d'organisation bien spécifique qui permet. Alors, l'holacratie, c'est l'atomisation des fonctions de l'entreprise. Donc, on ne se retrouve pas avec une personne qui est comptable, une personne qui... Alors, je suis très, très extrême dans mon explication, mais pour que ça soit plus clair. Et donc, ces modèles-là permettent de fonctionner de façon totalement différente. Et puis après, derrière, c'est pas difficile. Alors, nous, on a des crash tests, par exemple. Donc, on propose à l'entreprise de simuler une attaque concurrente. Alors, on crée tout un environnement, un site internet Laurent, et puis en complicité avec quelqu'un dans l'entreprise, ça peut être le marketing, ça peut être, on va diffuser tout d'un coup une information comme quoi il arrive, je sais pas quoi, la prestation devient gratuite chez un concurrent ou je ne sais quoi, ou un produit qui est autrement plus performant que celui que l'on vend. Et puis on voit un peu comment l'entreprise réagit. Et je peux vous dire que c'est pas triste. Donc voilà. Et là par contre, il y a une vraie conviction. Et quand il s'agit tout d'un coup de comprendre tout d'un coup pourquoi on n'a pas basculé. Alors il y a effectivement 2 sujets d'ailleurs. Il y a la transformation et l'innovation. Donc sur la transformation, on traite comme ça. Et sur la partie innovation, donc aujourd'hui il y a des méthodes. Donc on prend 2 méthodes, qui est l'océan bleu, qui est donc une méthode entre autres utilisée par exemple par SEB. Quand Seb a créé la cocotte minute la friteuse sans huile, au bout du compte, ça a été l'application de la méthode Océan Bleu qui leur a permis d'aller là-dessus. Ils ont eu un succès absolument extraordinaire. On va évidemment travailler avec le design thinking
Et puis, il y a toute l'open innovation. Je le rappelle, c'est vraiment le fait de cohabiter avec un certain nombre de partenaires. Alors, ça peut être des startups, ça peut être aujourd'hui, ça a bien évolué aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on réfléchit à des méthodes permettant de réellement fonctionner entre une startup et une entreprise avec ses contraintes directes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu là-dessus, mais en tout cas, on peut en reparler, quoi. C'est un sujet évidemment très classique. Et on a des vrais succès. Hein. Donc, je veux dire, on sait le faire. Et bon, simplement, faut être concentré sur le sujet. Et puis, moi, je pense qu'il faut aimer les gens, quoi. Faut avoir envie de leur transmettre ce que l'on a en nous. Et à partir du moment où on rentre dans un climat de confiance, et qu'on utilise des outils sympas, parce que ça peut être aussi un peu ludique, et ben, on va véritablement transformer l'entreprise. Et puis là, ils vont embarquer. Hein. Donc ça, c'est. Après, il y aura toujours des derniers réticents, mais c'est pas très grave. Le but, c'est d'embarquer 90% des gens. Alors les Y, donc la génération Y et les anciens, c'est moi, je pense que c'est pas un sujet, au sens où, à partir du moment où vous tirez des gens vers le haut, hein, c'est-à-dire que vous les tirez et que vous êtes capable et sans raconter des histoires, hein, de les embarquer dans une véritable aventure dans laquelle ils vont y croire, dans laquelle ils vont y retrouver un certain nombre d'avantages, et surtout dans lequel ils vont pouvoir s'investir complètement, qu'on soit jeune, pauvre, vieux, pardon, ça n'a probablement pas d'importance. En tout cas, nous, on pense que c'est le mouvement qui va être tiré, qui va donner envie à l'entreprise. Et puis après, ça va. Le fondamental de notre démarche, c'est clairement le collaboratif. Le collaboratif, c'est en fait utiliser une énergie qui est souvent très mal exploitée et qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on arrive à des résultats où tout d'un coup, à partir du moment où les gens, on leur donne de l'autonomie, on leur donne des responsabilités, on les aide, on prend en compte leurs remarques et on leur donne des outils de travail, comment organiser des réunions, comment organiser l'innovation, etc. On arrive à des choses tout à fait étonnantes. Hein, quoi. Pour vous donner un exemple, parce qu'au bout du compte, là je parle de façon pas très concrète, mais Deezer, donc le Deezer qui est l'entreprise qui vous permet d'écouter de la musique, hein, une entreprise française qui fait ça. Donc on est dans un schéma. Donc le patron de Deezer avait pour volonté de pouvoir générer chaque mois des nouvelles fonctionnalités sur son application. Et donc ils se sont mis à. Donc il a décidé de rendre de façon totalement autonome les collaborateurs. Alors à quel point que aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, mais en tout cas c'était vrai il y a 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, une personne qui a une bonne idée en termes de nouveautés va pouvoir. Alors, il a simplement pour obligation de rencontrer 2 personnes dans l'entreprise qui comprennent qui sont des experts dans le domaine où la personne veut créer quelque chose. Et à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication, elle est totalement autonome pour créer une équipe de développement, créer je sais pas quoi, moi, tous les gens qui vont bien, développer la fonctionnalité, la tester et la mettre en ligne, sans qu'il n'y ait aucune validation de la part du management. Bon, ça, c'est typiquement un modèle qui va effectivement booster les gens, parce qu'au bout du compte, c'est fantastique, quoi. J'ai une autonomie pour aller jusqu'au bout de ce que je souhaite faire, et donc ça change complètement l'état d'esprit de la boîte, quoi. C'est clair. Donc on est vraiment dans une bascule très différent. Heureusement, les entreprises on a été dans un monde il y a une dizaine d'années qui était plutôt porté par les gens qui avaient des actionnaires, hein, qui avaient des actionnaires dans l'entreprise. Et donc, quelque part, la richesse d'entreprise était ensuite redistribuée vers des gens qui étaient externes et qui n'étaient pas participatifs et ni actifs. Et on a aujourd'hui, il y a un vrai changement, hein, en disant, par exemple, quelque chose qui est important, hein, on est dans une telle complexité aujourd'hui et de tels mouvements rapides au niveau du business que le processus ne fonctionne plus. C'est-à-dire que si on met en place un processus, de toute manière, l'écosystème dans lequel je vais me déplacer change tellement que mon processus a des chances d'être mort-né. Donc, on a besoin de personnes qui
de par leur engagement, de leur capacité à réagir vis-à-vis des choses, vont pouvoir justement se déplacer dans ce monde complexe. Et donc, il y avait une vraie bascule, quoi. On avait avant le processus qui était porté par une personne, puis si la personne partait, il y avait un deuxième qui reprenait la main, etc. Et on est aujourd'hui passé à quelque chose de très différent. Et donc, c'est l'individu qui va être capable de réagir, etc. Alors après, bon, il y aura probablement des aides qui viendront augmenter l'être humain en termes d'intelligence artificielle, etc. Mais alors, il y a Jean-Christophe qui dit est-ce qu'il y a de moins en moins de séparation entre la vie privée? Est-ce un atout? Je pense que c'est pareil. Je pense que si on aime travailler, alors il y a deux sujets, quoi. Après, moi, ça regarde chacun, quoi. C'est une réflexion personnelle, hein, qui dépasse le débat qu'on a aujourd'hui, mais quelque part, la vie privée ou la vie pro, quelqu'un déplace le curseur comme il veut et chacun a envie de le vivre comme il le souhaite. Par contre, que quelque part ma vie professionnelle soit un tout dans ma vie, hein, et que je le vive bien et que le matin j'ai envie de me lever et j'ai envie d'y aller, etc., ça me paraît fondamental. Et donc quelque part, il y a évidemment une porosité entre les deux mondes. En tout cas, c'est un tout, une vie privée, une vie professionnelle. L'ensemble doit être bon. Alors, Corinne, qui me parle donc d'une équipe intergénérationnelle de 20 à 56 ans. Voilà, moi, donc ça confirme, hein, ce que je disais. J'ai travaillé de nombreuses fois dans des environnements, justement, où, alors je pense entre autres sur une grande compagnie aérienne, où on avait mis dans le helpdesk, là, donc tout le service après-vente, on avait mis des vieux, et puis on avait quand même quelques jeunes qu'on considérait comme des canards boiteux. Moi, je peux vous dire qu'on a travaillé pendant 1 an sur l'évolution de ce centre, qui était considéré au départ comme une catastrophe et qui fonctionnait absolument pas. Donc, c'était juste une assistance pour l'ensemble des agences internationales de cette compagnie aérienne. Donc, j'ai un problème sur mon PC, j'appelais ce centre-là qui était ouvert en H24, puis il y avait une centaine de personnes en ligne. Et il a fallu qu'on tire les choses, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est d'arriver à créer une dynamique et donner une cible, hein, c'est-à-dire une vision de ce qui va se passer, et puis après de permettre à chacun d'être actif, hein, de participer à cette vision et de pouvoir être alimenter et être acteur de cette évolution, et ça marche vraiment très bien, hein. Mais une fois de plus, ça passe par le fait qu'on respecte les gens, c'est la confiance, l'éthique, la transparence, la participation alors une participation, elle n'est pas nécessairement financière d'ailleurs, au passage, hein, mais c'est en tout cas le fait d'être reconnu dans une entreprise. Ça, c'est très très important. Puis après, c'est toujours pareil, quoi. La difficulté. Alors, je vais quand même faire une petite remarque entre les anciens et la génération Y. Comme le monde change beaucoup, quelque part, il y a un concept qui devient un peu obsolète, qui est le concept de l'expert. Pourquoi? Parce que l'expert était quelqu'un qui était très bon dans un domaine qui ne bougeait pas. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui bouge beaucoup et un collaborateur a son écosystème qui évolue continuellement. Et donc, celui qui est quelque part un expert ne l'est vraiment. Et je le verrai, personnellement, nous, on appelle des éclaireurs, c'est-à-dire des gens qui donnent une vision et qui sont des facilitateurs. C'est-à-dire que moi, je suis collaborateur, je veux évoluer dans mon écosystème mouvant qui évolue continuellement, et je vais avoir besoin à un moment donné d'avoir un facilitateur qui va m'aider à avancer sur une petite période, juste pour que moi je grandisse dans un domaine donné et que ça me permette à nouveau de me déplacer de façon confortable là où je me trouve. Donc là, je pense que la seule chose qui est à régler, c'est justement un peu cette notion-là. Donc les jeunes qui ont tendance un petit peu à considérer que l'ancien, il est un expert, mais au bout du compte, c'est en quoi il est vraiment expert. Et de l'autre côté, la génération Y qui doit comprendre à quoi ça peut lui servir. Et là, tout d'un coup,
on arrive à quelque chose d'épatant, qui marche très très bien. Voilà, je suis d'accord avec Jean-Christophe. Donc on est sur des cycles, et encore, franchement, je pense que les cycles sont encore plus courts que ça. Je pense que de plus en plus, on va vers des cycles qui sont de 2-3 ans. Moi si on prend concrètement, si on regarde aujourd'hui, si on se positionne sur un certain nombre de sujets, qui soient technologiques, qui soient sociaux, qui soient géographiques, qui soient je ne sais quoi, stratégiques, tout ce qu'on veut, je pense qu'on n'a aucune idée, franchement, de qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans. Quelqu'un me téléphone, il n'y a pas longtemps, me téléphonait en disant voilà, je veux monter un site de, alors je sais plus ce que c'était, sur de la vente de vêtements qui soit accompagné d'un module d'intelligence artificielle, et je voudrais savoir ce qu'on peut en faire, etc. Mais je pense faire ça dans 2 ans et tout ça. Et franchement, je disais mais attendez 6 mois avant le moment où vous allez véritablement mettre en œuvre votre application, parce que je ne peux pas dire aujourd'hui où on sera intelligence artificielle dans 2 ans. Quoi. Ça n'a aucun sens, et c'est ce qui est un petit peu difficile. Donc plutôt des cycles de 2-3 ans, et donc effectivement, quand on se déplace, donc je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Jean-Christophe, c'est qu'à partir du moment où on se déplace sur des cycles de 3 ans, bah, clairement, l'expert, il ne veut plus dire grand-chose, parce que je vais avoir des vies très différentes dans l'évolution de ma carrière. Alors, est-ce que c'est valable dans tous les secteurs? Je ne pourrais pas répondre, mais de manière générale, je considère que l'humain, tout ce qui est, en tout cas nous, les éléments sur lesquels on se déplace, qui est quelque part la vie d'une entreprise, l'organisation, derrière le mot organisation, pour moi, c'est surtout la vie, le partage entre des collaborateurs, la capacité avec. Alors tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait aussi des silos, là, c'est vrai que j'ai oublié la question, ça me revient. Qui est toutes ces difficultés aussi de partage entre différentes branches d'entreprises, etc. Je pense que c'est dans tous les secteurs. Je pense qu'on retrouve... c'est ça. Et alors, quel risque prennent les entreprises à ne pas actuer leur transformation? C'est clairement, c'est la disparition. Hein. Aujourd'hui, il y a... en fait, on ne les comptabilise pas, mais il y a, alors j'avais le chiffre aussi, c'est pareil, j'essaierai de retrouver, mais il y a en fait énormément de cadavres, d'ores et déjà, de gens qui se retrouvent complètement dépassés par l'événement. Alors, si on reprend des choses les plus énormes, c'est-à-dire qui dépassent quand même largement nos actions, puisque nous on travaille plutôt avec des grosses PME ou des entreprises qui démarrent à partir on va dire de 5 millions ou 5-10 millions de chiffre d'affaires. Mais si on prend les grosses boîtes, quand même, l'arrivée d'Amazon par rapport à des sociétés comme Carrefour ou d'autres, c'est juste typique d'un risque. Alors que depuis 2008 ou 2009, Carrefour avait un nouveau président qui était censé prendre justement à bras-le-corps ce genre de sujet, et on s'aperçoit que la conséquence, avec l'arrivée de Bompard, etc., c'est quand même qu'il y a un vrai recul. Et ça a donné lieu, vous avez vu, à des milliers de licenciements. Donc, il n'y a pas photo. Quoi. Ce qui est un peu terrible quand on rentre en compte des entreprises, c'est le côté léger avec lequel est pris le sujet. Or, je pense que toute personne qui est un tant soit peu un peu au courant de ce sujet, il n'y en a pas un seul qui remet en cause. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti, un certain Olivier Laborde, qui a sorti un livre récemment, et il fait quand même partie d'une grosse banque française de Natexis. Et il a sorti un livre qui s'appelle Se transformer ou mourir, hein. Donc, ou disparaître, hein, je crois, c'est Se transformer ou disparaître. Et le livre explique très clairement, pour ceux qui ont encore un doute, comment... Exactement, c'est vraiment c'est marche ou crève. Mais par contre, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de triste. Là aussi, c'est un autre sujet que je voudrais aborder, c'est excitant d'aller vers ça. C'est vraiment là où nous, on se déplace avec des entreprises, c'est formidable, parce que c'est une formidable opportunité pour vraiment booster son business et arriver à des choses absolument incroyables. Hein, donc, il faut en être conscient. Donc, alors, pardon. Alors, à quoi ressembleront nos entreprises dans 5 et 10 ans? Elles seront très différentes, en tout cas, au-delà même du digital, hein, c'est-à-dire du fait qu'il y aura tout digitalisé, parce que ça, c'est évident.
On sera obligé d'avoir tout en temps réel et en digital. Hein, ça, il n'y a même pas l'ombre d'un doute. D'ailleurs, on le voit bien dans le monde bancaire, par exemple, hein, les fintech, qui quelque part, même si elles vont pas non plus remplacer des banques traditionnelles, mais elles vont prendre une grande part de marché, entre autres parce qu'ils arrivent avec des moteurs en temps réel. Donc, et le temps réel, c'est fondamental dans le digital, très difficile de survivre sans. Donc, dans 5 ans et 10 ans, je pense qu'on va avoir des entreprises avec des organisations extrêmement différentes. Alors, pour vous donner un exemple, toujours pareil, pour donner, c'est l'intérêt de ce genre de webinaire, c'est de donner un petit peu des éléments concrets. On a, par exemple, une entreprise française qui compte, alors qui est un concurrent de Engie, donc au niveau de l'énergie. C'est une entreprise maintenant de 2800 personnes qui est en fait organisée en 280 groupes de 10 personnes. Chaque groupe de 10 personnes est totalement autonome, hein, c'est-à-dire peut faire les choix de ses locaux, d'un certain nombre de choses. Alors, ils ont quelques fonctions à leur disposition qu'ils peuvent ou pas utiliser, hein, genre la comptabilité, le marketing, des choses comme ça. Et c'est une entreprise et toute la stratégie se construit en partant du bas, hein, c'est-à-dire qu'on est en bottom-up, c'est-à-dire que c'est des groupes indépendants qui vont remonter un certain nombre de demandes pour la stratégie et on va tout ça l'agglomérer pour en faire quelque chose qui est intéressant. Ouais, alors tout à fait d'accord avec Sandrine, hein, c'est effectivement de toute façon le succès. Alors étonnamment, hein, c'est pervers parce que on se retrouve dans un monde où à la fois on dit on va automatiser au maximum, il y a l'intelligence artificielle qui va remplacer les gens, etc. Et alors il y a toujours pareil, il y a une partie probablement vraie et puis une autre qui est un peu un peu plus incertaine. Et puis derrière, il y a clairement c'est l'humain qui va faire qu'on va s'en sortir. Donc sur oui, donc ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle devra être humaine parce qu'elle sera portée par les gens, par l'individu. C'est-à-dire qu'on était avant dans une globalisation et quelque part, c'était alors la même expression que marche ou crève, mais utilisée différemment. C'est qu'au bout du compte, c'était on regardait la chose globale et puis l'individu, quelque part, on lui disait, écoute, tu suis ou tu suis pas, ça c'est à toi de voir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que on a besoin d'avoir la force de l'individu, parce que c'est la somme des individus qui vont permettre de décupler le groupe. Ouais, alors le transfert des tâches, oui, je suis d'accord. C'est transfert des tâches transactionnelles, mais on sait pas. C'est là où en termes de modèle d'organisation, on a ce qu'on appelle les entreprises transactionnelles aussi, et on s'aperçoit que c'est pas nécessairement celles qui vont le mieux réussir. Alors, je ne sais pas si je réponds d'ailleurs, je suis peut-être un peu à côté, mais bon, en tout cas, je suis d'accord sur le principe. Il n'y a pas de, on est d'accord et c'est. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on a une vision qui est très limitée hein, au bout du compte. Hein. Je pense qu'on regarde juste au bout de notre nez, mais ce qui va se passer dans les années qui vont venir, en plus, va être extrêmement plus rapide que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Alors c'est ça aussi le côté pervers, hein, c'est que ça va être vraiment. Alors la richesse d'entreprise, c'est les individus, bien évidemment, hein, c'est savoir-faire et savoir-être. Et alors nous on y croit, mais vraiment énormément parce qu'on l'a démontré. Et moi, ça fait plusieurs dizaines d'années que je fais du conseil. Et je peux vous dire que les grands succès que j'ai faits. Même dans des grandes entreprises, ça a été le côté magique où on arrive à distiller ce savoir-faire et ce savoir-être. J'aime bien l'expression parce que ça crée, je dis toujours 1 plus 1, à ce moment-là, 1 plus 1 est égal à 3. Parce qu'à partir du moment où les gens ils sont libérés, ils ont envie d'y aller, qu'on les écoute parce que c'est la complémentarité des gens qui vont apporter quelque chose. J'étais hier au lab de la Poste, là, ils faisaient un événement sur 2 jours. Et il y avait une séance d'1 heure où il y avait des gens on regardait un tableau. Donc il y avait, je sais pas, dans la pièce, une centaine de personnes. Et on regardait un tableau et puis les gens faisaient leurs remarques par rapport à ce tableau. C'est incroyable la richesse de l'information qu'on a pu récupérer sur la compréhension de ce tableau par rapport à ce qu'on fait à titre individuel. Donc j'ai adoré cette petite histoire. Voilà,
voilà, donc je suis d'accord avec Corinne. Hein, donc donc derrière tout, il y a un humain qui travaille. L'intelligence n'est pas si artificielle. Il faut juste savoir utiliser les nouvelles méthodes. La formation est évidemment indispensable. Alors, il y a évidemment, donc nous, on est à la fois sur de la formation et sur du coaching, parce que la formation, ça a un côté un petit peu, alors il n'est pas question de remettre en cause la formation, mais en plus, il y a derrière, je pense qu'il y a une adaptation à chaque individu. Alors, il ne s'agit pas de suivre, coacher individuellement quelqu'un pendant 100 heures, hein, mais simplement, c'est d'accompagner dans la vraie vie, de manière à bien digérer, hein, bien assimiler le contenu de la formation. Et puis, c'est quand même il y a ces nouveaux modes de fonctionnement, ils sont pas toujours évidents, ils sont pas toujours facilement compréhensibles. Hein, des gens disent, dans le fond, souvent, on reste sur le pourquoi et sur le comment, et pas sur le pourquoi. Donc, nous, on travaille beaucoup sur pourquoi on va mettre en place tel mode de fonctionnement, pourquoi on va utiliser tel outil, et puis derrière, comme on l'a testé, puisque nous, ce qu'on apporte quand même à nos clients, c'est le fait d'arriver avec des choses qui ont été testées, qui ont été validées et qu'on connaît bien, quelque part, on garantit derrière que ça va bien se passer, quoi. Bon, on est normalement aux 45 minutes, donc à 30 minutes, donc je laisse toujours 5 minutes de plus quand même, mais le but, c'est de pas abuser trop du temps des gens, parce que c'est toujours difficile d'arriver à bloquer un créneau. Oui, 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 non, mais je réponds simplement. Oui, Corinne, alors, je reprendrai la question juste de Jean-Christophe avant. Donc, le coaching pour les managers, la formation pour les salariés. Alors, je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne. Je pense que c'est une bonne combinaison. Alors après, là où c'est un tout petit peu ambigu, c'est pour ça que j'ai pris un petit temps, c'est que qu'est-ce que veut dire aujourd'hui le manager, hein, si on accepte d'aller jusqu'au bout de certaines transformations, ça peut évoluer quand même. Hein. Donc, je préfère quand même juste la fonction du manager, elle va évoluer. Ça, c'est inévitable. Là, je suis d'accord avec Jean-Christophe, c'est un leader. Mais c'est un leader au sens, c'est un nouveau leader, pas le manager. Entre autres, le management, c'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est souvent mal vécu par les managers, parce qu'ils sont un peu comme, entre le marteau et l'enclume. Ils doivent assumer d'un côté des directives qui leur sont données par la direction, et c'est compliqué. Donc je suis d'accord sur le terme de facilitateur. Hein, c'est probablement ça le bon terme. Hein. Et puis le manager, on l'oblige des fois aussi à soi-disant être expert dans un domaine où il n'y est pas spécialement, parce qu'il a évolué, parce qu'il est venu d'ailleurs, etc. Et donc, souvent, il y a une vraie difficulté à vivre pour les managers. Donc, on essaie de le faire évoluer de manière à ce qu'effectivement, il y ait une logique de facilitateur, de leader, mais c'est un mélange aussi avec un lead qui peut être porté par un groupe. Et ça, c'est juste quelque chose d'assez subtil. Et ça dépend complètement d'ailleurs là pour le compte non pas des branches professionnelles, mais bien des personnes, hein, et de leur personnalité. Mais je pense qu'il y a un bon mix et c'est super intéressant. Alors après, je reprends quand même Jean-Christophe. Oui, c'est l'inquiétude. En tout cas, sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est très difficile de se faire une idée là-dessus. Donc, je préfère laisser de côté Voilà, donc absolument. Donc dans la globalisation, alors on a même des chefs de projet, mais ça va même plus loin que ça. Hein. Il y a par exemple, il y a des modèles d'organisation faits dans l'armée américaine qui est vraiment étonnant. Il y a un livre qui s'appelle Team of Teams, hein. Donc c'est en anglais, donc pour ceux qui ont du mal un peu avec l'anglais. Mais Team of Teams, c'est un bouquin qui est absolument incroyable et qui explique justement, qui remet complètement en cause le système militaire, hein, pour être capable de résister aux nouveaux enjeux. Hein, donc, et ils ont mis en place des organisations où la notion de leader, alors que c'est quand même des militaires, hein, et ben c'est quand même, ils arrivent à des choses très intéressantes. Bon, je vais terminer sur l'entreprise libérée. Je voudrais juste donner notre position, nous, à Digixit par rapport à ça. On pense que, comme toujours, il n'y a pas d'extrême. Je veux dire, on n'est pas à dire qu'il faut basculer, un peu comme l'entreprise dont je vous parlais là, dans l'énergie.
Faut pas nécessairement basculer complètement parce que c'est difficile, parce qu'on n'est pas comme ça. Pour peu que, alors, une entreprise nouvelle, pourquoi pas? Mais une entreprise qui existe déjà depuis un petit peu de temps, alors elle va appartenir. Alors il y a différents modèles d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle le modèle tribal, qui est plutôt rassurant pour les salariés, avec le grand chef, etc., mais qui a un certain nombre d'inconvénients, entre autres, qui est peu ouvert sur l'extérieur. On a le transactionnel dont je parlais, très pris par le business et au bout du compte, qui fera un peu n'importe quoi en interne pour peu que ça vende derrière, hein, et qui a des avantages et des inconvénients. Hein, c'est comme toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Et puis il y a le mécaniste qui est au bout du compte quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur les process. Hein. Et donc on pense que une bonne entreprise, c'est une entreprise qui est mécaniste, c'est-à-dire qu'avec des bases solides et qui ensuite est le plus possible tourné vers le concept de libéré, hein, c'est-à-dire des groupes totalement autonomes, etc. Entre autres, le sujet de la globalisation, là, juste abordé par Sandrine, c'est quand même ça. C'est si jamais moi j'ai un produit mondial, je ne vais plus pouvoir être central. C'est impossible. Ça n'a aucun sens parce qu'il faut que je tienne compte du contexte économique, que je tienne de la religion, de la culture, de machin. Et donc, j'ai obligatoirement des gens sur place. Hein. Donc là, le vieux concept, parce que je l'annonce déjà comme ancien, est en train de disparaître. Hein. Et donc, on va avoir besoin des concepts derrière l'entreprise libérée, hein, donc le maximum de responsabilité au niveau des individus, avec des modes. Bon, nous, on prône l'holacratie parce que c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode qui existe depuis 2000, qui a démarré en 2005 dans son application. Donc aujourd'hui, on sait parfaitement la mettre en œuvre. Et Engie, par exemple, par quelqu'un de notre équipe, a mis en place ça dans un département de 800 personnes quand même. Hein. Donc, on peut considérer que ça a du sens. Mais notre position, c'est de dire il y a un mixte. Donc, si une entreprise n'est pas mécaniste, il faut essayer quand même de l'aider à tourner autour de ça pour avoir des vraies fondations, ou pas, parce que si on n'y arrive pas, c'est pas très grave non plus. Hein. Et puis ensuite, on va essayer d'ouvrir au maximum. Écoutez, je pense que le temps est révolu. On est à 52 minutes, donc on va essayer de jouer le jeu. Merci beaucoup pour vos questions. C'est ce qui prouve que là, on était dans quelque chose de passionné. Et c'est formidable, c'est ce que j'aime. Et n'hésitez pas. Donc moi, de toute façon, c'est très facile de me joindre. Donc jmprovent@digixit.com ou sur le site, vous avez des contacts. Sur LinkedIn aussi, je suis très facilement joignable. Donc, n'hésitez pas. Et puis, le prochain webinar donc, sera sur l'holacratie. On avait déjà fait, et puis il y a eu des petits problèmes techniques. Hein, donc, on a décidé de le relancer parce que là, ça a attiré énormément de monde. Et puis, et je vous rappelle que l'apéro de la transformation digitale a lieu le même mardi du mois. Donc, c'est pas le 3, ça doit être le 10. Voilà. Le 10 au soir, il y aura. Voilà, merci beaucoup. Et puis, donc, bonne journée à vous, belle journée et à bientôt.